La guerre pour le lithium a déjà commencé. Ce n'est pas une guerre religieuse, mais une bataille pour des ressources précieuses, cachées sous le sol de l'Afrique. Pendant des années, on a dit que les conflits étaient dus aux divisions internes des pays comme le Mali, mais cela ne raconte qu'une petite partie de l'histoire. Ibrahim Traoré, jeune leader sous-estimé par l'Occident, est devenu le visage d'une résistance inédite. Pourquoi ces terres, riches en minéraux stratégiques comme le lithium, sont-elles devenues un point de tension majeur pour les puissances étrangères? Et que cache vraiment cette guerre? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, il est un symbole de la souveraineté africaine. Ibrahim Traoré a promis de protéger le sol malien, de défendre la souveraineté de son pays contre les influences extérieures. Cette décision de rejeter l'intervention étrangère, qu'elle vienne des puissances occidentales ou d'autres acteurs, est bien plus qu'une simple action politique. C'est une lutte pour l'avenir. Car derrière les discours sur la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale, il y a une question qui n'est pas posée. Pourquoi ces puissances sont-elles si investies dans l'Afrique? Pourquoi insistent-elles pour stabiliser un pays comme le Mali? Ce n'est pas la stabilité qu'elles recherchent, mais l'accès aux richesses du sol. Le lithium de Bougouni, caché sous la terre malienne, est l'une des raisons pour lesquelles l'Occident et d'autres acteurs puissants tentent de garder un pied en Afrique. Et, ici, le choix est clair. Pour Traoré, la guerre ne concerne pas uniquement des idéologies ou des stratégies géopolitiques, mais la préservation de l'avenir des générations à venir. Mais jusqu'où ira-t-il pour garantir la souveraineté du Mali? Le Mali, autrefois perçu comme une terre de guerre civile et de chaos, est aujourd'hui au centre de l'attention mondiale, et ce pour une raison bien plus profonde. En octobre, le président du Tchad a pris une décision audacieuse. Il a ordonné un blocus militaire sur la frontière nord-est avec le Nigeria. Cette action semblait être une réponse à la montée de groupes terroristes comme Boko Haram. Mais ce que les rapports officiels ne disaient pas, c'est qu'une autre menace se profilait, bien plus discrète mais tout aussi dévastatrice. Les ressources naturelles du Sahel, notamment le lithium. Ce métal, utilisé dans les batteries des voitures électriques et des smartphones, est devenu un enjeu stratégique de premier ordre. L'histoire a pris un tournant lorsque des entreprises étrangères ont commencé à manifester un intérêt croissant pour des terres comme celle de Bougouni, une petite ville malienne, jusqu'alors inconnue des grands médias. Il ne s'agissait plus seulement de soutenir des régimes ou de lutter contre des extrémistes. Le véritable enjeu était sous la surface de la Terre, où des réserves massives de lithium sont désormais découvertes. Ces ressources, essentielles pour la transition énergétique mondiale, ont fait du Mali un terrain de jeu géopolitique, bien au-delà des revendications de sécurité nationale. Ibrahim Traoré, en refusant les pressions externes, a montré qu'il comprenait la véritable valeur de son pays. Mais les tensions ne font que croître. En arrière-plan, les grandes puissances géopolitiques, dont les États-Unis et la France, surveillent de près ce territoire stratégique. Les véritables questions restent sans réponse. Qui a réellement intérêt à maintenir le Mali dans l'instabilité? Et pourquoi ce silence qui entoure la découverte du lithium à Bougouni? Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir à ceux qui en subissent directement les conséquences. Dans les villages autour de Bougouni, les habitants racontent comment leur quotidien a changé depuis que les premiers ingénieurs étrangers sont arrivés. Ce qui semblait être une promesse de développement s'est transformé en inquiétude. Les terres agricoles, autrefois exploitées pour nourrir les familles, sont désormais surveillées, clôturées, parfois confisquées. Les agriculteurs se retrouvent au cœur d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. C'est là qu'Ibrahim Traoré est apparu comme un symbole. Pour beaucoup de jeunes Maliens et Burkinabés, il incarne la résistance à un modèle imposé de l'extérieur. Lorsqu'il évoque la souveraineté, ce n'est pas un mot vide, c'est la défense du droit de disposer de son propre sol. Son message dépasse les frontières du Burkina Faso. Il touche le Mali, le Niger et toute la région du Sahel. Car ce qui se joue là-bas n'est pas seulement une lutte militaire, mais une bataille morale, celle de savoir qui écrit l'avenir du continent.
Dans les marchés et les universités, son nom revient sans cesse. Certains y voient un espoir, d'autres un avertissement. Mais tous comprennent que l'équilibre du Sahel repose désormais sur une vérité simple. La dignité n'est pas négociable. Tout commence à la fin de l'année 2022, lorsque les premières tensions éclatent autour du site de Bougouni. Au départ, il ne s'agissait que de rumeurs. Des étrangers photographiant les collines, des ingénieurs circulant discrètement entre les villages, des hommes armés observant de loin les routes poussiéreuses. Puis, très vite, la situation s'est enflammée. L'armée malienne a annoncé des affrontements contre des groupes du Djenim, tandis que les autorités locales parlaient d'intrusions non identifiées près des zones minières. Dans cette confusion, un nom a refait surface. Ibrahim Traoré. Le capitaine burkinabé, devenu chef d'État à Ouagadougou, avait déjà pris une position ferme sur la question des interventions étrangères. Pour lui, ce qui se passait au Mali n'était pas un incident isolé, mais un épisode de plus dans une longue série de manipulations géopolitiques destinées à affaiblir le Sahel. Lorsqu'il évoquait le mot souveraineté, il le faisait avec la conviction d'un homme qui savait le prix du sacrifice. En expulsant les troupes étrangères du Burkina Faso, il envoyait un message clair. Le temps de la tutelle était terminé. À ce moment précis, le récit médiatique s'est inversé. Les titres internationaux parlaient de radicalisation, de menaces sécuritaires, d'instabilité régionale. Mais sur le terrain, c'était une toute autre histoire. Les civils, les agriculteurs, les jeunes volontaires savaient que quelque chose de plus profond était en jeu. Ils voyaient leurs terres convoitées, leurs villages scrutés depuis le ciel par des drones, leurs dirigeants diabolisés dès qu'ils prononçaient le mot « indépendance ». Et alors que la tension montait, Ibrahim Traoré est devenu le point de ralliement d'une génération. Ses discours, simples mais brûlants, rappelaient au peuple du Sahel que la dignité ne se mendie pas. « Nous n'échangerons pas nos chaînes contre des contrats », avait-il lancé. Une phrase devenue emblème, répétée sur les marchés, peinte sur les murs, murmurée dans les camps militaires. Mais cette montée de la fierté nationale avait un prix. À mesure que la résistance s'organisait, les attaques s'intensifiaient. Les convois humanitaires étaient détournés, les routes minières fermées, les réseaux de désinformation activés. Chaque victoire semblait appeler une nouvelle menace. Pourtant, au cœur de cette tourmente, un sentiment nouveau se répandait. La peur changeait de camp. Pour la première fois depuis longtemps, les peuples du Sahel parlaient d'arrêt d'avenir, pas seulement de survie. Ibrahim Traoré, à travers ses choix, avait redonné un sens au mot courage. Pour mesurer l'impact réel de ce basculement géopolitique, il faut revenir aux chiffres. Entre 2019 et 2024, la demande mondiale en lithium a bondi de près de 150%, portée par la production de batteries électriques et la numérisation accélérée des industries. Dans le même intervalle, les exportations de minéraux critiques issus du Sahel ont progressé de plus de 70%, malgré une baisse simultanée de 35% des investissements occidentaux directs. Ce paradoxe illustre une évidence. Le contrôle du sol africain n'est plus une question de développement, mais de puissance stratégique. Au Mali, les estimations indiquent que le bassin de Bougouni pourrait contenir jusqu'à 700 000 tonnes de lithium exploitable, soit l'un des 5 plus grands gisements du continent. Chaque tonne extraite représente environ 80 000 batteries de téléphones portables ou même 200 batteries de véhicules électriques. Ces chiffres font comprendre pourquoi les tensions locales ont pris une dimension mondiale. Le sol n'est plus seulement une ressource nationale, il devient un instrument de pouvoir global. Mais les chiffres économiques ne racontent qu'une partie du tableau. En parallèle, le taux de chômage des jeunes Maliens, estimé à près de 30 ans en 2023, reste un facteur d'instabilité sociale majeur. C'est dans cette réalité que s'inscrit le message d'Ibrahim Traoré. Pour lui, la souveraineté ne se mesure pas en contrat signé, mais en capacité de transformer la ressource en valeur pour le peuple.
Et si chaque kilo de lithium exporté rapportait davantage à des sociétés étrangères qu'à l'État malien, c'est bien là que la fracture économique se creuse. Dans la région du Sahel, les chiffres du développement humain demeurent alarmants. L'indice moyen y stagne autour de 0,42, loin du seuil mondial de 0,70. Pourtant, les zones minières du Mali et du Burkina Faso concentrent désormais plus de 15% des flux d'investissement liés aux minéraux critiques africains. Autrement dit, la richesse s'extrait, mais elle ne s'installe pas. C'est ce déséquilibre structurel qu'Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants de la région cherchent à renverser. En comparant les projections du FMI et les rapports de l'Union africaine, une donnée se démarque. D'ici 2030, la valeur du marché mondial du lithium pourrait dépasser 120 milliards de dollars, dont près de 20 issus de l'Afrique. Pourtant, la part de ces revenus effectivement perçus par les pays producteurs reste inférieure à 6%. C'est ce gouffre économique que les politiques de souveraineté cherchent à combler. Ainsi, le message du capitaine burkinabé prend une dimension presque mathématique. Là où les chiffres révèlent l'injustice, la politique devient équation de survie. La souveraineté n'est pas une idéologie, mais un calcul. Et dans ce calcul, chaque tonne de sol compte. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré affirment que sa politique d'émancipation isole le Burkina Faso et fragilise la région. Selon eux, rompre avec les alliances traditionnelles, notamment la France et les États-Unis, compromet la sécurité face aux groupes armés. Les opérations étrangères, disent-ils, ont permis de contenir le djihadisme dans plusieurs zones du Sahel. Ils ajoutent que les nouvelles alliances, plus discrètes mais puissantes, avec la Russie ou certains partenaires asiatiques, risquent d'échanger une dépendance pour une autre. Pour ces analystes, l'indépendance économique sans stabilité politique est une illusion. Mais les faits racontent autre chose. Depuis le retrait des troupes étrangères, plusieurs régions du Burkina Faso ont vu le retour progressif d'administrations locales, une reprise partielle de l'agriculture et la création de milices civiles encadrées par l'État. Ces résultats ne sont pas spectaculaires, mais où ils sont concrets. Là où les rapports internationaux voyaient un effondrement imminent, les données internes montrent un recul des attaques de près de 18% entre 2023 et 2024. Ces chiffres, modestes mais réels, contredisent l'idée d'un chaos généralisé. La critique la plus courante, enfin, est que Traoré aurait remplacé la démocratie par le nationalisme. Pourtant, son discours ne s'adresse pas aux institutions étrangères, mais au peuple. Dans un contexte où la légitimité politique est souvent définie de l'extérieur, il revendique une autre forme de mandat, celui du terrain, des villages, des familles, qui n'ont plus rien à perdre. C'est là que réside le cœur de la controverse, non pas la rupture avec l'Occident, mais la redéfinition du pouvoir à l'échelle africaine. L'histoire jugera si cette stratégie mènera à l'autonomie durable ou à une nouvelle dépendance. Mais pour l'instant, une certitude demeure. Ibrahim Traoré a transformé la peur en outil de cohésion et la méfiance en force politique. Le silence n'est plus neutre. En 2024, lorsque les tensions autour du Sahel atteignent leur apogée, un tournant discret mais décisif se produit. Pour la première fois, plusieurs pays de la région refusent simultanément la présence militaire étrangère. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et de ses homologues, scellent un axe inédit de coopération sécuritaire et économique. Ce n'est plus une posture symbolique, mais un acte de rupture assumé. Cette alliance, baptisée AES, redessine les lignes d'influence. Derrière les discours de souveraineté, un nouveau modèle s'esquisse. Mutualiser les moyens, contrôler les ressources, définir leur propre politique monétaire. L'enjeu dépasse la sécurité. Il s'agit désormais de peser dans la bataille mondiale pour les matières premières. Pour la première fois, le continent ne se contente plus de subir le jeu des puissances. Il commence à le jouer. Et au centre de ce changement, Ibrahim Traoré n'incarne plus seulement la résistance. Il devient l'un des architectes d'un nouvel ordre africain. Depuis la création de l'AES,
les effets se font sentir dans tout le Sahel. Pour les nations, d'abord, le changement est stratégique. En se libérant des tutelles militaires étrangères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger redéfinissent leur souveraineté. Les premières retombées se mesurent dans la coopération énergétique et minière. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés pour développer des infrastructures locales, et la part des bénéfices miniers revenant aux États est passée de 5% à près de 12% en un an. Cette progression modeste, mais symbolique, montre que la rupture n'est pas seulement politique, elle est économique. Du côté des dirigeants nationaux, Ibrahim Traoré devient une figure polarisante. Ses prises de position, souvent perçues comme radicales par l'Occident, renforcent cependant sa légitimité auprès des peuples. Le Burkina Faso, autrefois marginalisé, occupe désormais un rôle moteur dans les négociations régionales. Cette visibilité nouvelle n'est pas sans risque. Les campagnes de désinformation, les menaces extérieures et les tentatives de déstabilisation se multiplient. Mais pour Traoré, chaque attaque médiatique confirme l'importance du combat. Celui qui contrôle sa terre contrôle son destin. Pour les nations dépendantes, notamment les pays voisins restés sous influence étrangère, la réorganisation du Sahel a provoqué un effet domino. Certains gouvernements observent avec prudence l'expérience AES, craignant d'attirer les mêmes sanctions économiques. D'autres, au contraire, y voient un précédent à suivre. Des voix émergent au Togo, au Bénin et même en Guinée pour réclamer des modèles similaires. L'Afrique de l'Ouest se trouve désormais divisée entre deux visions, celle de la dépendance protégée et celle de la souveraineté risquée. Enfin, pour le cadre de vie des populations, les effets sont immédiats. Dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso et du Mali, les programmes de réhabilitation agricole reprennent, soutenus par des fonds régionaux plutôt qu'étrangers. La sécurité reste fragile, mais la perception change. Les habitants ne voient plus les soldats comme des forces d'occupation, mais comme les défenseurs de leur propre terre. La confiance renaît lentement. Les routes rouvrent, les marchés reprennent vie, et dans les écoles, les enfants apprennent désormais les noms de leurs héros locaux. Sankara, Modibo Keïta et Ibrahim Traoré. Cette transformation n'efface pas les difficultés. Les menaces persistent, les ressources manquent, les tensions politiques restent fortes. Mais pour la première fois depuis des décennies, la souveraineté n'est plus un slogan. Elle devient une réalité vécue, mesurée, transmise. Et dans cette équation nouvelle, le Sahel ne se définit plus par ses blessures, mais par sa mémoire et sa volonté. À l'horizon des 12 prochains mois, 3 scénarios se dessinent pour le Sahel et les pays membres de l'AES, chacun porteur de risques et d'opportunités. Dans la première hypothèse, la consolidation prudente. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso et le Mali poursuivent leur politique de souveraineté en consolidant les structures administratives et sécuritaires déjà amorcées. Les flux d'investissement internes s'intensifient, portés par la création de fonds régionaux d'exploitation minière. La coopération technique avec les partenaires non occidentaux se renforce, mais demeure pragmatique. Ibrahim Traoré continue d'incarner un leadership collectif, soutenu par des alliances locales et un retour mesuré de la stabilité dans les zones rurales. Ce scénario est le plus probable, avec un équilibre fragile entre autonomie et dépendance partielle. Dans une vision plus positive, la souveraineté intégrée. Dans cette hypothèse, les 3 pays parviennent à formaliser une union économique partielle, dotée d'une monnaie commune et d'une politique énergétique concertée. Les infrastructures minières sont nationalisées à 50%, et la transformation locale des ressources devient réalité. Les revenus générés servent à financer des projets d'éducation et d'innovation. Ce scénario repose sur la cohésion politique et la réduction des ingérences extérieures. Si cette cohérence se maintient, le Sahel pourrait devenir le premier bloc africain à contrôler totalement la chaîne de valeur de ses ressources stratégiques. Mais dans le pire des cas, la fragmentation sous pression. Ce scénario repose sur le retour des tensions internes.
attisée par la désinformation et les rivalités régionales. Les sanctions économiques réapparaissent, les flux commerciaux se contractent et les populations rurales replongent dans la précarité. Les divergences entre les dirigeants sapent la cohésion de l'AES, tandis que les puissances étrangères reprennent pied sous couvert d'aide humanitaire. Quelle que soit l'issue, une constante demeure. La souveraineté reste un chantier plus qu'un État. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, la question n'est plus de savoir s'ils peuvent renverser le rapport de force, mais comment l'inscrire dans la durée. Car dans un monde où la ressource devient pouvoir, la vision devient la première défense. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, la révolution n'a plus de slogan. Elle a des visages, des femmes qui portent des couleurs nationales sur leur foulard, des jeunes qui peignent sur les murs des mots de fierté et de colère, des soldats qui saluent non plus une hiérarchie, mais un idéal. Ce changement, longtemps impensable, s'enracine dans la conscience collective, celle d'un peuple qui refuse de déléguer son avenir. Pour les citoyens du Sahel, la parole d'Ibrahim Traoré n'est pas un discours, mais une reconnaissance. Il parle à ceux qui n'ont jamais été entendus. Quand il évoque la souveraineté, ce n'est pas une abstraction. C'est la possibilité de manger ce qu'on cultive, d'étudier sans quitter le pays, de servir sans trahir. Ce message trouve un écho particulier chez les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population. Eux n'ont pas connu la colonisation, mais ils en subissent encore les traces. Leur engagement se traduit désormais en actes. Coopératives rurales, médias citoyens, milices d'autodéfense, écoles communautaires. Ces initiatives, souvent modestes, forment le socle d'une Afrique qui se redéfinit sans attendre l'approbation extérieure. Et si ce mouvement inspire, c'est parce qu'il s'ancre dans une vérité simple. La dignité commence par le droit d'agir sur son propre sol. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Et pour que le Sahel transforme la résistance en prospérité durable, un plan progressif s'impose. La première étape consiste à sécuriser le territoire. Avant toute chose, le contrôle du sol demeure essentiel. Les forces locales doivent renforcer la surveillance des corridors miniers et établir des zones de sécurité autour des infrastructures stratégiques. Ibrahim Traoré insiste sur cette priorité. Sans stabilité, aucune réforme n'est possible. La deuxième étape vise à nationaliser la connaissance. Former des ingénieurs, des géologues et des économistes issus de la région devient une urgence. Aujourd'hui, moins de 8% des experts travaillant dans les mines sahéliennes sont originaires des pays producteurs. Inverser ce ratio est une condition de survie intellectuelle. Ensuite, il faut transformer localement les ressources. L'extraction brute ne doit plus être l'unique horizon. Développer des usines de raffinage et des pôles technologiques permettra de capter la valeur ajoutée. Des projets pilotes à Ouagadougou et Bamako visent déjà une production régionale de batteries d'ici 2027. Enfin, il s'agit de mutualiser la gouvernance. L'AES pourrait devenir une plateforme de gestion commune des ressources, fondée sur la transparence et l'audit public. Chaque contrat minier, chaque flux de revenus devrait être publié pour garantir la confiance des citoyens. Cette feuille de route n'est pas seulement politique. Elle incarne la volonté d'un continent de ne plus attendre que d'autres tracent ses lignes. Pour Ibrahim Traoré et ses pairs, la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est une méthode. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans les rues encore chaudes, les chants s'élèvent, mêlant la poussière et la fierté. Là où tout semblait perdu, une voix a rallumé l'espoir. Celle d'Ibrahim Traoré, rappelant que la dignité d'un peuple n'a pas de prix.